Marseille est une ville de passage et d'accueil, qu'on aime pour son soleil, sa mer Méditerranée et même pour ses Mistral. Mais Marseille, c'est plus qu'un décor. On l'aime aussi et surtout pour ce qu'elle nous a transmis. Elle nous a enseigné le goût de la diversité, le respect de l'autre, la curiosité d'ailleurs, bref, la richesse humaine. Mais derrière cette image vibrante se cachent des acteurs essentiels, souvent invisibles. Celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour l'intégration des personnes migrantes. On est parti à leur rencontre de Anne. Enseignante à l'UPE2A, elle travaille chaque jour pour apprendre le français aux primo-arrivants et leur permettre une intégration optimale dans le système scolaire. Le droit à l'instruction est un principe fondamental de la République. En principe, chaque enfant, quelle que soit sa nationalité ou sa situation administrative, a le droit d'accéder à l'école. Dans les faits, ce droit est régulièrement remis en cause lorsqu'il s'agit d'enfants étrangers. Et aujourd'hui, ce phénomène s'est élargi et touche de plus en plus une dimension politique. Certains élus utilisent d'autres prétextes, comme l'absence de justificatif de domicile jugé suffisant pour les familles qui vivent dans des hébergements précaires ou dans des squats, ou bien encore le manque de place dans les écoles. Autant de pratiques qui, sous couvert de procédures administratives, aboutissent à des discriminations systémiques envers certaines populations migrantes. Une maman rome, une fois, qui vivait dans une cabane pas loin de l'école, qui s'était extraite du bidonville parce qu'elle subissait apparemment des harcèlements, et qui s'était décalée avec ses 2 enfants, et qui venait à l'école pour nous demander les devoirs qu'il fallait faire pour le lendemain. Alors qu'elle était elle-même déjà en survie rien que pour s'abriter de la pluie, et qui était venue, elle était illettrée, et elle me demandait ce qu'il fallait qu'elle fasse lire à ses enfants chaque soir. Je trouvais ça incroyable, quoi. Ouais, il y a des belles choses, après il y a des trucs plus durs, des trucs qui sont plus dans l'échec. Mais qui finissent peut-être parfois par arriver à des choses. De toute façon, il y a toujours du positif. La scolarisation, on peut arriver quand même avec des enfants qui sont des fois très très mutiques, complètement traumatisés, qui vont pleurer tous les jours, qui accèdent à aucun apprentissage, et puis qui finalement, au bout de 2 ans, ont un contact humain qui redevient normal, commencent doucement à lire, mais bon, c'est pas forcément toujours très spectaculaire. On n'est pas toujours dans la grande réussite. Faut pas idéaliser les choses. Alors, je suis professeur des écoles, je travaille dans les écoles primaires, donc éducation nationale. Je travaille sur la section UPE2A, c'est Unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants, c'est-à-dire pour les élèves qui ont une langue maternelle différente que le français et qui arrivent d'un autre pays. Alors ça dépend de combien d'élèves on doit accueillir, ça dépend donc des années, ça dépend de combien de primo-arrivants arrivent sur notre secteur, hein. On est divisé par secteur, donc on essaie de se partager le travail sur plusieurs écoles, entre plusieurs collègues. Mais ce que préconisent les textes, c'est 9 à 12 heures par semaine pour la première année. On privilégie les grands, évidemment, s'il y a trop de monde. Les petits ayant plus de temps pour s'installer. Donc on privilégie les enfants de 10-12 ans qui ont une urgence pour arriver au collège, puis ensuite dans les classes plus élevées. Et puis les petits, ils se débrouillent un peu plus tranquillement, un peu plus seuls. On travaille plus l'oral, puisque dans leur classe, l'écrit est déjà au programme scolaire. Voilà, donc oui, c'est plus 9-12 heures. Il arrive souvent qu'on n'en fasse que 4 ou 6, parce qu'on n'a pas le temps de faire nos 9-12 heures. Voilà, on n'a pas le temps imparti, quoi. Ça, c'est une question essentielle qu'on doit prendre en compte dès le départ, c'est-à-dire d'où ils viennent et pourquoi. Moi, en gros, là, avec ce que j'ai rencontré, il y a des migrations qui sont plutôt économiques, c'est les plus classiques, qui sont des gens trop pauvres dans leur pays, qui décident d'aller tenter leur chance ailleurs. Il y a les migrations médicales, donc ça, ce sont des enfants qui arrivent soit parce que l'un de leurs proches est malade ou eux-mêmes, et les migrations qui sont plus de l'ordre de la scolarité, c'est-à-dire que les parents cherchent à privilégier les études de leurs enfants. Et puis après, il y a les parcours, les migrations de guerre,
ou de discrimination qui sont les plus traumatiques. Donc en fonction de tous ces circuits et de comment l'enfant est arrivé, s'il est arrivé par des bateaux de la Méditerranée ou tout simplement sur un vol d'avion régulier, ça ne donne pas du tout le même type de profil d'élève. Donc il y a le parcours qui peut être plus ou moins traumatique. Donc là, on n'a pas du tout la même disposition à l'apprentissage derrière. Ou alors, justement, quand la migration est intégrée sur quelque chose de plus évolutif, qui ne soit pas de la fuite, à ce moment-là, on a souvent des élèves beaucoup plus disponibles. Donc ça, c'est hyper important. Est-ce que la migration a permis une émancipation de l'enfant, ou au contraire, est-ce qu'elle est encore plus un traumatisme? Donc ça change beaucoup de choses par rapport à l'accès aux apprentissages. Donc c'est sûr qu'avec l'expérience, maintenant, moi, je commence un petit peu à comprendre plus vite ce genre de profil. Les rencontres avec les parents sont extrêmement importantes pour comprendre ces mécanismes-là et accueillir l'enfant d'une manière ou d'une autre. Après, il y a des enfants qui n'ont jamais été scolarisés auparavant pour des motifs différents, soit qu'ils étaient en bidonville, dans des quartiers trop pauvres et que l'école n'y avait pas du tout la place, soit qu'ils vivaient sous guerre, soit que le parcours migratoire a été tellement long qu'ils n'ont pas pu être scolarisés. Et puis il y a des enfants qui ont été à l'école de façon plus ou moins assidue, et ça ne donne pas non plus du tout le même genre de profil. Donc effectivement, le passé de l'enfant, son expérience passée, va influencer sur l'accueil et sur la réussite ou pas de ces années à venir. Après, il n'y a rien qui est défini. Il y a des enfants qui rebondissent avec une force effroyable, quoi, et d'autres pas. Ah oui, effectivement. Et là, il y a une intégration qui se fait souvent au bout de plusieurs mois. Ça peut prendre quelques mois, voire un an. Au bout d'un an, on voit vraiment la différence. Les enfants, souvent, déjà, ils ont le pouvoir de s'exprimer. La grande difficulté de l'enfant, au départ, c'est d'avoir ce pouvoir à l'expression. Donc ça dépend aussi d'où ils viennent. Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent d'Afrique du Nord, du Maghreb. Eux, la plupart du temps, ils ont un accès au français plus ou moins important, puisque en Algérie, Tunisie, au Maroc, les gens parlent un peu français. Donc ils arrivent, ils ont quand même déjà un bagage qui va leur être utile. Il est plus ou moins formé, mais il n'est pas anodin par rapport à un autre enfant qui va revenir, qui aura zéro accès à la langue. Là, ça va être beaucoup plus dur pour lui de s'intégrer dans le système scolaire. Il va y avoir des problèmes souvent de relation à l'autre. On a beaucoup d'exemples d'enfants qui sont violents au départ, tout simplement parce qu'ils n'ont aucun autre moyen de s'exprimer face à leur tiers. Et donc, on est prévenu, on sait réagir par rapport à ça. Et effectivement, une fois qu'ils ont quelques mots pour s'exprimer, ils peuvent aller voir des adultes, ils peuvent aller voir des amis, se créer des amitiés. Et donc, ça crée quelque chose de très important pour eux pour s'installer dans une scolarisation plus standard, quoi. Donc, effectivement, oui, l'intégration sociale aussi dans le pays. Alors ça, moi, je touche moins au sujet, mais je pense que même dans la famille, etc., c'est important pour eux d'avoir cette inclusion avant de pouvoir accéder aux apprentissages. Donc oui, il y a une énorme différence. Plus ils avancent dans l'inclusion et plus les apprentissages sont faciles, effectivement. Non. Évidemment non. On n'arrive pas à faire les 9-12 heures qui sont préconisées dans les textes. On n'arrive pas à prendre tous les élèves en charge. On a des budgets qui sont complètement dérisoires par rapport aux autres classes. On est itinérant. Alors moi, j'ai encore de la chance que j'ai la chance entre guillemets parce que je suis sur des quartiers. On est à la Belle de Mai à Marseille, mais ce sont des quartiers qui concentrent énormément de familles primo-arrivantes. Mais quand il s'agit de quartiers où tout est éparpillé, on a des professeurs qui peuvent être sur 6-7 écoles avec juste 3 élèves par école. Donc, pour avoir des actions efficaces, ça devient vraiment compliqué. Il faudrait aussi des aides sociales beaucoup plus organisées, des aides sociales et pédagogiques, de l'orthophonie. Les primo-arrivants, quand même, ils arrivent avec une phonologie qui est complètement différente de celle du français. On va demander à un enfant qui parle arabe ou grec d'avoir immédiatement la phonologie en français pour parler. C'est très difficile. Il y a des enfants qui n'accèdent pas facilement à notre phonologie. Donc, des aides d'orthophonistes, des psychologues aussi pour tout ce qui est parcours traumatique,
qu'on puisse agir immédiatement sur tout ce qui est traumatique ou choc culturel, des aides sociales pour pouvoir aider à l'accueil des familles, pour s'installer au niveau d'hébergement, pour s'installer au plan financier, au plan du médical aussi. Les gens arrivent parfois sur pour des raisons médicales. Il va y avoir un proche ou même l'élève lui-même qui a une maladie ou qui a eu un accident. Ils sont venus en France pour essayer de se faire soigner. Alors c'est tout un débat. Est-ce qu'on accepte ou pas cet accueil-là ? Mais si on l'accepte, en tout cas, que l'accueil soit fait correctement, ça serait intéressant qu'il y ait des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux, des orthophonistes qui soient directement en lien sur les écoles. Et ça servirait aussi pour d'autres publics qui seraient le nôtre. On a les mêmes problèmes sur des enfants qui ne sont pas primo-arrivants. Donc, de toute façon, le circuit d'aide serait intéressant aussi pour l'ensemble du protocole scolaire, quoi. Je pense peut-être un peu plus de postes UPE2A, ça me paraît assez évident, pour qu'il y ait moins d'itinérance des profs, plus de liens du coup avec les familles et les équipes pédagogiques. C'est pas la politique actuelle, on nous demande d'être plutôt coordinateur maintenant, d'être moins sur le... Ça sera la tendance, je pense, qui arrive là, d'être coordinateur et plus vraiment en face des élèves. On verra ce que ça donne, là, c'est assez nouveau. Je pense à un accueil psychologique, ouais. Je pense à un accueil psychologique et quelque chose qui ne soit pas forcément lié à nous. Un accueil qui soit fait par d'autres partenaires que le professeur lui-même. Voilà. Mais ça serait un motif politique. Donc, est-ce qu'on est prêt à ça en France en ce moment ? C'est un autre débat. Ça, c'est très personnel comme point de vue. Après, je sais pas, par rapport à la pédagogie, on pourrait inventer des outils pédagogiques. J'y réfléchis de plus en plus. Il y en a qui existent, mais je trouve que les outils pédagogiques qui existent pour accueillir des primo-arrivants dans les écoles, pour parler plus techniquement, c'est plus pour les enfants qui vont apprendre la langue française dans leur propre pays. C'est-à-dire je trouve que les outils pédagogiques qui existent en français langue étrangère ne sont pas forcément pour les migrants qui arrivent en France. Ils sont pour des enfants qui sont dans leur pays et qui apprennent la langue française. Donc c'est pas du tout le même état d'esprit, ça touche pas du tout le même public non plus. Le dialogue avec les familles. Ne pas oublier le dialogue avec les familles, parce que pas trop focaliser sur l'enfant. Parce que ce qui est important, c'est que l'élève se sente accueilli, la famille se sente accueillie, et qu'il y a une valorisation de l'école. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas été scolarisés auparavant, et on a tendance, dans l'empressement, souvent pas forcément pour des raisons humaines, mais dans l'empressement et aussi parce qu'on se décourage à l'avance, on a tendance à croire que la famille ne va pas être à l'écoute. Et en fait, il faut toujours prendre ce temps quand même. On verra bien. Il faut se laisser cette chance. Il y a des enfants qui arrivent de bidonville, il y a des enfants qui ont eu des parcours migratoires très chaotiques. Et ils n'ont pas du tout de la notion de ce que ça peut être l'école. Mais si on rentre dans le dialogue, qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, il y a énormément de bienveillance pour eux et que c'est dans leur intérêt, l'école prend de la valeur au sein de la famille. Et du coup, on gagne en motivation, en concentration dans les apprentissages, en préoccupation en dehors du temps scolaire, et c'est super important. Valoriser l'école au sein des familles, c'est 50% de la réussite scolaire de l'enfant. Et comment les limites administratives et politiques vont limiter l'intégration sociale et professionnelle de chaque individu, voilà, c'est un petit peu contradictoire tout ça. Okay. Mais moi je suis très contente que ces postes existent et il ne faut pas trop le poser parce que du coup ça risque de disparaître. Et ça c'est ma grande peur. C'est ma grande peur parce que là ce serait dramatique. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le témoignage de Anne et de plonger avec nous dans son quotidien auprès des élèves primo-arrivants. Son regard et son engagement nous rappellent combien l'accueil et l'éducation peuvent transformer des parcours. Si vous voulez continuer à suivre notre travail et découvrir nos prochains projets, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt.